Voilà, donc Michel Coulonne, député de la Moselle, du Nord Moselle, et puis maire de Famec par ailleurs. Selon vous, quels sont les moyens de reconversion si la sidérurgie disparaît? La première chose que je dirais, c'est que je pense que la sidérurgie ne doit pas disparaître, puisque ce qui est en cause pour l'instant, c'est effectivement la phase liquide. Donc il faut qu'on se batte pour garder la phase liquide. Mais quand bien même la phase liquide viendrait à disparaître, ce qui est loin d'être fait encore aujourd'hui, il reste l'ensemble de l'usine derrière. Alors maintenant, si effectivement il était avéré qu'un jour la sidérurgie disparaisse complètement, ce qui serait quand même catastrophique, les moyens de reconversion sont limités, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'industries automobiles qui dépendent directement de la sidérurgie, donc il faudrait souhaiter déjà qu'elles ne délocalisent pas, parce qu'elles se servent de l'acier qui vient de notre industrie sidérurgique. Après, il faudra effectivement un tissu de PMI, PME qui effectivement soit le plus diversifié possible, mais je pense qu'une domaine sans sidérurgie, ce sera quand même très difficile. Alors, que pensez-vous qu'apporte la sidérurgie du côté culturel de la région? Je crois que c'est d'abord ici en Lorraine, comme dans d'autres régions de France, bien entendu, mais c'est ici que se trouve le creuset de la sidérurgie nationale. On a quand même plus de 2 siècles de sidérurgie derrière nous. Pourquoi la sidérurgie ici? Parce qu'il y avait effectivement le minerai de fer, ce qu'on appelait la minette lorraine, mais il y avait également le bois, et au départ il fallait du bois et du minerai. Donc c'est une tradition culturelle ancrée, et c'est ce qui fait aussi notre force. Quand vous dites qu'est-ce que ça apporte en termes culturels, simplement lorsque vous travaillez de génération en génération, vous transmettez les savoir-faire de génération en génération. Et donc il n'y a pas seulement ce que vous apprenez dans l'école, mais il y a aussi ce que ceux qui ont déjà travaillé apprennent à ceux qui vont rentrer dans la sidérurgie. Donc c'est incontestablement, je dirais, un mariage entre une population et puis un métier. Un mariage entre une population autochtone, locale, mais mariage aussi entre des populations immigrées venues d'Italie, venues de Pologne, venues également du Maghreb, qui ont finalement constitué en quelque sorte un nouveau corps social qui est totalement lié à la sidérurgie. Est-ce que la population de Famec dépend majoritairement de la sidérurgie ou d'autres tranches économiques de la région? Alors, beaucoup moins de la sidérurgie qu'à une époque. À l'époque, lorsque on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, puisque on commençait à travailler à ces âges-là, on entrait dans la sidérurgie. À la limite, on ne nous demandait même pas notre avis. Il y avait des lycées qui n'étaient pas des lycées professionnels, qui étaient des lycées liés à l'industrie sidérurgique, qui formaient que des sidérurgistes. Donc on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, la population de Famec, comme celle des villes voisines, travaille pour partie bien sûr dans la sidérurgie, en amont et en aval également, puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'acier se travaille également, et on peut faire des boîtes de conserve, aussi des maisons, on peut faire des voitures. Donc il y a toute des usines de transformation, des industries de transformation. Les autres, ils travaillent au Luxembourg. Vous savez que dans cette région, il y a 75 000 personnes qui vont tous les jours travailler au Luxembourg. D'ailleurs, au total, avec l'Allemagne et la Belgique, on est à 100 000 personnes qui de Lorraine vont travailler à l'étranger, c'est pas rien. Ensuite, les gens vont aussi travailler à Metz, bien entendu. Il y a beaucoup d'industries, il y a des zones industrielles à Metz. Il y en a c'est la fonction publique, mais c'est également tous les services. À un moment donné, on pensait qu'il n'y aurait que des services, il n'y a pas que des services, mais ça existe quand même. Aujourd'hui, on est aussi dans une société de services, et puis il y en a qui travaillent dans la vallée quand même. Il y a pas mal de petites usines et de petites entreprises dans la vallée qui permettent une partie importante des gens de travailler sur place. Voilà. Mais c'est pas la majorité. On oublie quelquefois certains des gros employeurs, c'est par exemple les hôpitaux. L'hôpital Alpha Santé aujourd'hui, c'est quand même presque 2000 personnes qui travaillent entre Hayange, Thionville, Algrange et Mont-Saint-Martin. Selon vous, qu'entraînerait la fermeture du service chirurgical d'Hayange? Alors ce serait, je pense, assez dramatique pour la population du secteur, parce que là aussi on est comme pour la sidérurgie dans des transmissions de savoir-faire, dans des investissements sur le long terme. Il y a des blocs opératoires aujourd'hui qui sont particulièrement performants, il y a des équipes médicales et paramédicales qui sont constituées, donc ça fonctionne bien. Donc ça veut dire que si du jour au lendemain ça disparaissait, eh bien, il faudrait que l'on envoie la population sans doute vers Thionville ou vers Metz,
ce qui, pour une partie de cette population qui est relativement âgée, qui n'a pas des moyens de locomotion faciles, dont les familles ne sont plus toujours sur place, parce que les familles aujourd'hui travaillent très loin de l'endroit où elles vivent, ce serait sans doute une difficulté en termes de vécu, et on sait que les soins sont d'autant plus acceptés, d'autant plus suivis, d'autant plus efficaces lorsque ça se passe dans une ambiance psychologique favorable. Et je crois qu'on a besoin de ces hôpitaux de proximité, notamment quand il y a beaucoup de population, et là il y a beaucoup de population, et les services sont performants et l'hôpital est en parfait état. Voilà, ce serait complètement illogique et ce serait, je pense, très très douloureux si ça ne pouvait pas perdurer. Est-ce que la fermeture de ce service dépend aussi de la fermeture de la tranche liquide de la sidérurgie? Non, je crois que c'est des choses qui n'ont strictement rien à voir. D'un côté, vous avez la décision d'un industriel accompagné par des pouvoirs publics. De l'autre côté, c'est vraiment la décision des pouvoirs publics. Et la difficulté aujourd'hui de l'hôpital d'Hayange, c'est que par les lois successives qui ont été votées, et dont je ne partage pas l'orientation, la tarification à l'acte, ce qu'on appelle la T2A, c'est-à-dire plus vous faites d'actes et plus vous recevez d'argent, et puis la loi HPST, Hôpital Patient Territoire Santé, qui fait que ce sont aujourd'hui les agences régionales de santé, donc les fonctionnaires qui en quelque sorte dirigent les hôpitaux, on en arrive à des rationalisations qui sont quelquefois loin des réalités du terrain. C'est vrai qu'on ne peut pas voir de Nancy ou de Paris ce qui se passe exactement dans la vallée de la Flèche. Donc je crois qu'il faut effectivement faire preuve de rigueur, mais il faut que cette rigueur soit réfléchie. Il ne faut pas que les décisions tombent comme ça, purement financières. Il faut regarder aussi le vécu des gens, l'intérêt des malades, l'intérêt également des personnels médicaux et paramédicaux qui ont envie de continuer de travailler dans l'endroit où ils travaillent aujourd'hui.